La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Au cours d'une visite à Hubert Reeves, le 4 juin 2023, je lui ai demandé s'il serait intéressé à participer à l'émission La science et nous, en nous parlant de ses débuts en astrophysique à l'université Cornell, aux États-Unis, à la fin des années 1950. C'est une époque charnière, quand les astrophysiciens ont commencé à comprendre que la plupart des éléments chimiques dont nous sommes faits ont été fabriqués par des réactions nucléaires à l'intérieur des étoiles. Un article fondateur, connu sous le sigle B2FH, du nom de ses auteurs, les Américains Margaret et Jeff Babbage, l'Américain Willie Fowler et l'Anglais Fred Hoyle, était publié sur ce sujet en 1957. J'étais très intéressé à entendre Hubert parler de cette période ancienne et de l'ambiance de cette université Cornell, où les physiciens nucléaires connus travaillaient sur le sujet des réactions nucléaires à l'œuvre dans les étoiles. Hubert lui-même était ravi de ma proposition et très heureux de raconter ses souvenirs anciens, très importants dans sa vie de chercheur. J'ai donc enregistré cet entretien sur place, sans me douter que lorsque cette émission serait diffusée, Hubert ne serait plus là pour l'écouter. Je connaissais les travaux effectués à cette époque à Cornell et les professeurs impliqués dans ces recherches, mais je n'avais pas pris la mesure des circonstances de ces études de physique nucléaire, 10 années seulement après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les spécialistes des réactions nucléaires, professeurs à l'université Cornell, étaient pour certains des physiciens allemands, arrivés aux États-Unis pour fuir Hitler, et ils avaient participé à l'élaboration de la bombe atomique. Comme le raconte Hubert, ces physiciens de très haut niveau avaient ensuite mis tout leur savoir dans les recherches les plus pacifiques qui soient, l'étude des étoiles. Le témoignage d'Hubert, jeune étudiant, projeté par hasard dans cet environnement bouillonnant, est impressionnant, 67 ans plus tard. Bonjour Hubert. Bonjour. Alors, est-ce que tu veux bien nous raconter tes débuts quand tu as fait ta thèse à l'université Cornell aux États-Unis? Oui, bien sûr. D'abord, il faut te dire que les étudiants aux États-Unis et au Canada d'ailleurs ont tous à cœur d'avoir un doctorat d'une grande université américaine parce que c'est considéré comme la crème de la crème. Donc, moi, j'étais à Montréal, pas loin des États-Unis. J'ai fait une enquête et j'ai appris que c'était extrêmement difficile d'avoir accès à ces universités, qu'ils prenaient peut-être 1% de leurs étudiants. Et donc, il fallait faire au moins 10 demandes pour avoir une chance d'être admis dans un d'entre eux. Et l'université Cornell, qui est dans l'État de New York, était une de ces universités la plus connues. Mais aussi le problème, c'est qu'elle était très difficile d'y accéder. Donc j'ai fait mon enquête, j'ai fait au moins 20 universités et j'ai été accepté à Cornell. J'ai eu beaucoup de chance, on m'a dit après coup que c'était vraiment beaucoup de chance. Et donc je suis allé là et j'étais jamais allé à Cornell, à Ithaca, une petite ville des États-Unis, et je vois sur un tableau, c'était écrit « Liste des professeurs qui enseignent ici à Cornell, dont le docteur Salpeter, le docteur Gould, le docteur Beta », et c'était formidable, parce que je savais que c'était très difficile, c'était une des plus difficiles, mais c'était celle qui m'intéresse le plus, et c'était encore plus intéressant parce que c'était pour la plupart des gens qui étaient allés aux États-Unis pour fabriquer la bombe atomique. Et donc, ça m'intéressait de rencontrer ces gens et de pouvoir leur parler. Ça m'intéressait de les rencontrer parce que pour moi, la situation n'était pas claire du tout. Il faut dire qu'à la fin de la guerre, Hitler
préparait sa bombe atomique et on s'attendait à ce qu'il l'obtienne rapidement et on se demandait surtout s'il l'aurait avant les Américains. Donc je suis allé à Cornell, j'étais très content parce que c'était vraiment une université formidable. Mais tu vois, je ne savais pas tout ça, moi, parce que pour moi, quand tu étais à Cornell, c'était pour travailler sur les réactions nucléaires dans les étoiles, et je ne savais pas que tous ces gens-là travaillaient sur la bombe. Oui. Tu vois? Cornell a été le havre qui a recueilli tous ces gens à la fin de la guerre. D'accord. Parce que, évidemment, l'uranium n'intéressait plus personne que les militaires. Au moins une quinzaine de physiciens qui étaient à Manhattan, recueillis, comme on disait, surtout si c'était des Juifs. Et donc, par moment, ils étaient une douzaine. Puis c'était pas très loin de New York. Donc, il y avait continuellement des gens extrêmement, mais surtout beaucoup d'astrophysiciens. Comment est-ce qu'il s'appelle? Hoyle. Oui, Fred Hoyle était aussi à Cornell pendant longtemps. Ah oui? Gould, c'était vraiment le paradis pour les gens qui s'intéressaient à l'astrophysique. Et je ne le savais même pas quand j'ai fait application, parce que j'ai eu 2 bonnes réponses. Mais 2... Qui étaient les bonnes. Qui étaient les bonnes. Et donc, c'est pour ça que... Eh ben, dis donc, c'est intéressant. Oui. Et toi, là, quand tu étais là pour ton travail, tu travaillais sur des réactions dans les étoiles du carbone? Oui, c'est ça. Ces gens, qui avaient été d'abord des physiciens, avaient des étudiants. Et en particulier, beaucoup de ces étudiants travaillaient dans la physique nucléaire, évidemment. Oui. Et j'avais été choisi parce que j'avais travaillé beaucoup aussi sur les réactions nucléaires, mais comme tu viens de dire, dans le carbone. C'était les carbone-carbone. Parce qu'il y avait déjà le proton-proton qui marchait, il y avait déjà les hélium, 3 héliums qui marchaient aussi, et le prochain en charge, c'était le carbone-carbone. Le carbone-carbone, ce qui était inconnu, c'était la charge exacte du carbone. Ah bon? La charge exacte, parce que c'était le noyau du carbone. Et donc, on m'a fait faire des fonctions longues du noyau de carbone, parce que ça n'avait pas été fait. Mais ça, c'est une époque fabuleuse, parce que enfin, pour l'astronomie, c'est une époque où on a commencé à comprendre justement bien la formation des éléments et les réactions nucléaires dans les étoiles et l'évolution des étoiles et tout ça. On ne savait pas avant. Ça a été vraiment cette période... C'était le début. Quelqu'un a fait les modèles d'étoiles avec des protons en 1948, je pense. Et... donc ça, c'était le début. Carbone-carbone, tu n'as pas le choix. Et après, on a fait oxygène et tout ça. Mais c'était ça. Et alors donc, ça t'a fait tout ça, puis après, quand tu es parti, c'est là que tu as commencé à étudier le lithium-béryllium-bohr? Non. J'ai commencé... Ah oui, alors je vais te raconter ça. Après ça, je suis allé à New York, à l'Institute for Space Studies, où la NASA embauchait des jeunes physiciens pour être des professeurs dans les universités américaines, parce qu'on savait qu'on était sur le point de faire des noyaux légers, mais il n'y avait personne pour enseigner, évidemment. Et un jour, quelqu'un m'a dit, est-ce que tu irais enseigner à New York? Quelqu'un qui vient de finir ses études, qui vient d'avoir son doctorat, et qui a travaillé sur les noyaux légers. Pendant cette période, j'ai eu une chance extraordinaire.
Et puis c'est là que j'ai passé 5 ans à enseigner à New York et à Chalk River aussi d'ailleurs. Et j'ai demandé qui m'avait recommandé, et quelqu'un m'a dit que c'était un Chinois qui était à ce moment-là à New York et qui a dit, mais j'ai dit, mais il ne me connaissait pas. Ils m'ont dit, mais oui, vous êtes connu. J'ai dit, en physique nucléaire, mais oui, ils m'ont dit, vous ne savez pas, ils étaient très, très heureux de vous avoir. C'est comme ça qu'après je suis retourné pendant au moins 5 ans à New York, mais j'y allais pendant l'été. Parce que j'enseignais à l'Université de Montréal, mais j'allais passer l'été à New York avec mes enfants, ma famille, et puis c'est comme ça que je me suis retrouvé à New York. Institute for Space Studies. Ah ouais. Institute for Space Studies. Et ensuite, tu es parti en Europe. C'est après avoir enseigné 5 ans à Montréal que je suis allé et que je suis parti. Voilà. Hubert est arrivé en France à la fin des années 60 et il y est resté. Il a continué ses travaux de recherche et il s'est rendu compte qu'il pouvait captiver les publics en leur parlant d'astrophysique. Hubert a continué de plus en plus à parler au grand public et à interpeller les gens en leur disant qu'ils étaient faits de poussière d'étoiles et que les étoiles étaient leur grand-mère. Il a suscité de très nombreuses vocations chez les jeunes. Merci.